Bonjour et bienvenue dans cette édition des podcasts à livre ouvert. On est parti pour cette nouvelle édition du club à livre ouvert. On a choisi comme thématique aujourd'hui le plagiat et son importance dans l'histoire. Alors, on va commencer par une question simple. C'est quoi le plagiat? J'ai pris une petite définition tirée de l'Université des Trois-Rivières au Québec. Le plagiat, selon eux, c'est utiliser totalement ou en partie le texte d'autrui en le faisant passer pour sien ou sans en indiquer les références. Pour vous, qu'est-ce que c'est le plagiat? Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette définition? Est-ce que vous pensez à d'autres choses? Ah, moi, si vous voulez bien, je vais commencer par une confession un peu honteuse. Ouais, Et en fait, mon initiation littéraire a commencé par un plagiat. Parce que moi, j'étais très mauvais en orthographe, en grammaire, en français quand j'étais enfant. Et une fois, j'ai recopié un texte, tout simplement, dans une rédaction. Et le prof m'a mis une bonne note. Il a dit, bah, là, il y a quelque chose, voilà. Et suite à cet incident, eh bien, ça m'a vraiment donné envie d'en apprendre plus, de me perfectionner, de lire, etc. Et finalement, je suis un peu devenu littéraire grâce à un plagiat, on peut dire ça. Voilà. Et après, alors je ne fais plus ça, hein. Et aujourd'hui, moi, je pense qu'il faut s'interdire de réécrire un livre. Euh, je ne parle pas de plagiat, mais je dis simplement, si un livre a déjà été écrit, il ne faut plus le faire, il faut faire autre chose. Voilà. Et c'est un peu aussi mon ambition dans mon modeste travail, voilà, de recherche. Donc voilà, je voulais commencer par là. eh ben, c'est une excellente manière de commencer. Merci pour ce partage. Michel, je pense qu'on a tous un peu une petite expérience vis-à-vis de ça. Marc, je vois que tu as levé la main. J'avais la main, oui, c'est très intéressant, voilà, ce que disait Micha aussi. Il y a plusieurs types de plagiat, je pense aussi, ça c'est intéressant à voir. Et puisqu'on va présenter aussi des livres, il y a un livre qui est sorti il n'y a pas longtemps de Nicolas Ray, il s'appelle Dos au mur, et c'est un livre moyen, hein, c'est pas non plus extraordinaire, mais c'est intéressant parce que justement, il parle du plagiat, et en fait, c'est l'histoire de, soi-disant, de lui-même, puisque c'est le narrateur, et il dit, voilà, il doit présenter. Alors, c'est très intéressant parce qu'il faut bien insérer le plagiat dans ce qu'il est, en tout cas dans ce qui est le plus mauvais, c'est-à-dire dans le cadre de l'écriture industrielle. Parce que donc, Nicolas Ray est en tout cas dans le bouquin, c'est quelqu'un qui est un professionnel de l'écriture, il écrit des articles, il écrit des bouquins, et on lui commande des bouquins. Et donc, il doit terminer un bouquin là sur des nouvelles. Il doit y faire 200 pages, il lui manque, je ne sais plus, 5-6 pages. Il a plus d'inspiration, il est dans une vie complètement catastrophique et il ne sait pas comment faire. Donc, il appelle un ami qui aussi écrit des trucs un peu dans divers journaux, des trucs pas très évolués. Et donc, il appelle dans un soir, il dit quoi je peux faire. Et il lui dit, mais écoute, moi j'ai une nouvelle, voilà, je te la passe, voilà, si tu veux. Et lui, il le met dans son texte, il finit son texte, il le publie, il est tout content et puis c'est bien. Et sauf que, évidemment, les gens commencent à regarder ce que c'est et on trouve ça bien. Et pas forcément que cette nouvelle-là, d'ailleurs, l'ensemble est pareil bien. Et le type, l'auteur, le vrai, il lui dit, mais non, mais là, si tu m'as enlevé, moi, parce que c'est très personnel, évidemment, l'écriture. Et il lui dit, voilà, tu m'as enlevé tout ça, c'est un plagiat. Donc, voilà, il attaque au tribunal et tout ça. Et bon, on voit l'évolution du bouquin qui montre qu'en fait, bon, après, c'est le livre lui-même, hein. L'auteur est complètement paumé, c'est un gosse qui a jamais été capable de s'assumer. Il fait de l'écriture industrielle finalement, et finalement c'est pas si grave. Et puis il a déjà ses problèmes et tout ça. Mais voilà, ce qui est intéressant, c'est ça. Et moi je pense que il y a deux types de plagiat. Je vais juste donner un petit exemple là de plagiat qu'on entend, qu'on voit au tribunal, et c'est toujours des personnalités, des gens qu'on connaît, des gens qui ont de l'argent, donc c'est un moyen de soutirer de l'argent. Et puis il y a le plagiat qui me paraît plus grave, c'est par exemple dans tous ces textes qu'on envoie, je pense, chez les éditeurs, et quand on sait que l'éditeur veut produire des bouquins,
des bouquins d'un certain type, ben, c'est très facile de puiser là-dedans, de puiser dans ces manuscrits et de dire, voilà, toi, tu es un éditeur, tu es un auteur professionnel, en fait, tu n'es pas un écrivain, tu sors des bouquins tels qu'on te demande, tiens, prends ça, inspire-toi et fais-nous un truc. Et là, c'est le plagiat qui, je pense, dénature l'art et la littérature. Ça, c'est grave. Après, il y a un plagiat qui est assez amusant, enfin, amusant, qui est assez, en tout cas, qu'on voit dans les médias, c'est par exemple le plagiat d'Alain Minck. Alain Minck, qui était à l'époque était très connu. Maintenant, on n'en parle plus. Mais à l'époque, il était un agitateur d'idées. Quand j'étais en école de commerce, Alain Minck, voilà, était important. Et sans plagier justement un homme politique de l'époque, en l'occurrence un certain Juppé. Juppé avait dit Alain Minck a beaucoup écrit, c'est toujours faux, et il a intervenu dans la vie économique. Effectivement, c'était l'homme d'affaires de De Benedetti en France, et il a toujours échoué dans tout ce qu'il a fait. Et c'est vrai que ses affaires ont toujours été un désastre. Mais là, il est rentré dans le système et il est devenu un auteur. Maintenant, on en parle moins, mais il est devenu un auteur important. Et il a été condamné pour un plagiat sur un auteur qu'on ne connaissait pas, une certaine Rodel. Et cette personne, elle avait écrit, je vais vous citer cette phrase-là. Alors, elle avait écrit: il porte une simple chemise blanche qui doit faire ressortir, on le suppose, le hâle de sa peau et, sur l'épaule droite, jeté avec désinvolture, le filet aux mailles épaisses encore ruisselant d'eau. Ce type est sans conteste méditerranéen. Et Alain Minck, pour aller plus vite, il dit dans son bouquin, vêtu d'une simple chemise blanche, un filet aux mailles ruisselantes sur l'épaule, la peau sombre, il n'est qu'un méditerranéen comme un autre. Donc en fait, voilà, il reste un plagiat, il a payé 6 000 euros. Et là, je trouve justement, je ne sais pas votre avis, mais là, voilà, je trouve que c'est un petit peu ridicule et on va jouer pour gagner de l'argent là derrière, alors que finalement, bon, Alain Minck n'est pas vraiment un auteur, mais bon, il fait des choses. Et là, le pauvre, bon, il a trouvé la tournure assez amusante et on va le condamner. Alors que moi, ce que je trouve plus grave, c'est effectivement qu'on va puiser sur des auteurs qui ont des choses à dire et qu'on va attirer un peu, on va leur enlever le sens, quoi. Alors, je ne sais pas quel est votre avis, je vous laisse la parole. Ouais, c'était un bon passage. On le retrouvera beaucoup des similitudes comme ça dans le plagiat. C'est pas forcément les mêmes tournures, pas forcément les mêmes adjectifs, mais ça reste du plagiat et on va avoir, je pense, d'autres exemples plus tard. Nathalie, Corinne, qui se lance pour un petit commentaire? Je rappelle, savoir la définition du plagiat selon votre avis. Oui, alors, c'est intéressant ce que vous dites. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une multitude de formes de plagiat, que ce soit dans le scientifique, c'est dans la littérature également. C'est voilà, c'est souvent, ça ressort souvent le plagiat, même dans plusieurs domaines en fait. Donc, moi, à mon avis, ce qui semble étonnant dans notre monde contemporain, c'est que tout est, comment, ça va dans tous les sens en fait, parce que qu'est-ce que c'est qu'un plagiat si ce n'est que une façon de détourner en fait, parce que par manque d'inspiration, quel que soit l'univers, quel que soit le domaine, c'est un manque d'inspiration qui va nous rapporter à quelque chose qu'on aura lu, à une information qu'on aura entendue de la part de scientifiques ou autres, ou d'écrivains qu'on aura lus. Voilà, pour moi, c'est ça, c'est un détournement, volontaire ou pas d'ailleurs. Ça peut être quelque chose qu'on a fait un petit peu ou qu'on a produit un peu à notre insu. Et ça, c'est très difficile de mettre, de condamner ou d'exploiter, en fait. C'est à son insu ou c'est quelque chose de volontaire. Il y a deux différences dans le plagiat, en fait. C'est ce que Ça je pense, revient, moi. ça revient un petit peu à l'article que tu nous as passé en mettant l'invitation dans le mail que tu nous as envoyé. J'ai parcouru ça hier. C'est effectivement, on peut être tellement baigné dans quelque chose, dans Ouais, une littérature qu'on aime ou dans mm, une œuvre musicale, par exemple, parce que alors tout à ça, fait. dans la musique, c'est incroyable. Mm, Et se dire, bah, la personne, elle s'est tellement appropriée l'ambiance, elle s'est tellement approprié le style ou l'idée, qu'elle a fini par peut-être se convaincre elle-même qu'elle l'avait eue toute seule, cette idée-là. Et en revanche, moi, ma définition du plagiat, elle rejoint à peu près exactement ce que Trois-Rivières disait, dans le sens où, à partir du moment où dans un écrit ou dans n'importe quelle œuvre, on dit, ben voilà,
ma sonate, elle est inspirée de la sonate de Beethoven ou Mozart et voilà, moi j'en ai fait autre chose, mais l'inspiration de base, elle est là. Là, c'est plus du plagiat, c'est même un hommage et c'est juste superbe. Mais effectivement, quand il y a utilisation d'une œuvre, quelle qu'elle soit, ou d'un travail, quel qu'il soit, parce que ça peut aussi être effectivement un travail industriel, et qu'on se l'approprie sans rien dire et sans prévenir personne, d'où est-ce qu'on tire l'inspiration ou les recherches, etc. Là, effectivement, c'est répréhensible, c'est un plagiat, et on a raison de... Les auteurs, ou n'importe qui d'ailleurs, a raison de dire, attendez, l'idée première, permettez, c'est quand même moi qui l'ai eue. Moi, la première fois que j'ai été confrontée au plagiat, c'était avec le livre de Régine Desforges, La bicyclette bleue. J'en ai lu un petit bout, je l'ai lu le premier tome, vraiment, et j'étais dégoûtée d'un bout à l'autre, mais vraiment Ah bon? dégoûtée. Parce que c'était Autant en emporte le vent, version 1939. Et ça m'a mais débectée d'un bout à l'autre. Parce que on peut prendre le texte de Margaret Mitchell et on peut prendre celui de Régine Desforges, on les met l'un à côté de l'autre, c'est la même chose. Il se passe la même chose au même moment, une héroïne, ceci, cela, la guerre, les pénuries, les bidules, tout y est. Red Butler, tout y est. Et elle a eu un procès retentissant d'ailleurs à ce sujet. Elle s'en est sortie plus ou moins en disant que mais non, elle avait eu cette idée toute seule, etc. Franchement, la lectrice que je suis et que j'aime être, mais ce bouquin, c'était tellement beau que j'avais qu'une envie, c'était de vomir dessus, quoi. Parce que, ben non, je suis désolée, Autant n'emporte le vent existe déjà, on n'a pas besoin d'en avoir un à l'européenne, c'est pas la peine. Et, euh, et ça a été la première fois où je me suis rendu compte toute seule, sans qu'il y ait encore le procès ou quoi que ce soit. Je me suis dit, mais enfin, j'ai déjà lu tout ça. Et là, et en plus, la suite, c'est la même, c'est pareil, quoi. D'un bout à l'autre, c'est vraiment Autant n'emporte le vent. Et là, moi, j'ai un peu été déçue que les éditeurs aient accepté de publier ça parce qu'ils n'auraient pas dû, quoi. Ou alors, ils auraient dû mettre librement inspiré ou rajouter quelque chose pour dire que, bon, bah oui, une transposition, pourquoi pas. Mais ça reste quand même une œuvre originale de la part de Régine Deforge, sauf que l'idée, elle ne l'est pas du tout. C'est super Donc intéressant que tu voilà. en parles. Ouais, bravo. Merci parce que je voulais carrément qu'on en parle de cette histoire parce que, bah, surtout avec ma mère, c'est ma mère qui m'a fait découvrir Régine Desforges. Et moi, j'ai lu La bicyclette bleue avant de lire Autant en emporte le vent, en fait. Donc, du coup, j'ai fait l'inverse. Donc, j'ai pas été choqué comme tu as pu l'être, Nathalie. J'ai trouvé ce livre magnifique. Et c'est très récemment, en fait, que j'ai découvert que c'était un énorme plagiat. Et ça l'est. C'est vraiment hallucinant. Et c'est fort dommage parce que j'aimais beaucoup cette série. J'ai vu ça, je me suis dit, ah mon Dieu, et personne n'est à l'abri. C'est vraiment très, très compliqué. Et je voulais justement faire la transition à parler des subtilités du plagiat entre est-ce qu'on parle de plagiat ou est-ce qu'on parle d'imitation? Proust en disait, en avait une bonne idée. Il trouvait que c'était très compliqué de se défaire du plagiat et au lieu, de s'adonner, au recopiage simple, il disait, qu'il fallait avoir recours au pastiche. Donc pastiche qui est cette imitation de style qui ne veut pas être du plagiat, et je cite: «Afin de se purger du vice naturel d'idolâtrie et d'imitation». Je trouvais ça, très bien noté Ouais. et voilà, donc je voulais avoir, votre avis, qu'est-ce qui pour vous, heu, arrive à faire distinguer le plagiat de l'imitation, l'imitation de style notamment? Oui. Ah, Mais moi, je voudrais intervenir là-dessus aussi, parce que là, voilà, je suis d'accord évidemment avec ce qui se dit. Mais cela dit, si Régine Desforges, avec sa bicyclette bleue, t'a amené à Margaret Mitchell, pourquoi pas? Je veux dire. Non, c'est l'inverse. Après, C'est l'inverse, oui. non, mais je veux dire, Ah oui, Théo enfin, a lu oui. d'abord. Voilà, après tout. Ah, Après, moi, j'ai une phrase de Pascal que j'aime beaucoup. Et il nous dit, en fait, dans la littérature, c'est toujours la même chose.
tes histoires d'amour, de mort et tout ça, c'est un opéra, un grand Oui, opéra, c'est toujours pareil. bah oui. Et en fait, on joue tous au tennis. Enfin, lui, il disait pas le tennis, il disait on joue tous au jeu de pommes. C'est la même balle, mais il y en a un qui la joue mieux que l'autre. Et quelque part, je trouve que c'est quand même dangereux de vouloir trop légaliser tout ça, parce qu'on voit les procès qu'il y a, c'est des procès d'argent, tout simplement. Et là, justement, ça, sans non plus expliquer qu'on va utiliser des gens totalement nuls qui font que recopier. Mais justement, il y a une culture peut-être à développer, et en disant, attends, moi, ça, c'est un bouquin qui parle de ça. Ouais, mais il y a beaucoup mieux. Il y a un truc qui a raconté l'histoire dans la guerre avec Austerlitz, je sais pas quoi, avec Napoléon, mais il y a guerre et paix. Et on voit la différence. Et là, oui, voilà, je voulais juste dire que quelque part, si ça nous amène à autre chose, c'est peut-être une bonne chose aussi. Voilà, c'est un peu la culture des gens. Ah ouais, ah ouais. Je suis d'accord avec ce que tu dis parce qu'en fait, c'est comme si on est inspiré, c'est comme être nourri en fait de ce qu'on a lu ou de ce on a vécu ou ce on a vécu dans nos approches avec, que ce soit comme disait tout à l'heure Nathalie, la musique ou la littérature ou autre, ça nous nourrit à tel point que en fait on est imprégné et que finalement on redéveloppe ce qu'on a déjà lu à notre manière en fait. C'est pour ça qu'au début je parlais de détournement parce que véritablement, oui, le plagiat ça peut être condamnable, bien sûr, ça l'est heureusement, mais ça peut être aussi voilà des choses qui se mettent en place par rapport à nos sentiments, par rapport à ce qu'on vit, par rapport à ce qui émane de notre personnalité, tout simplement. Et moi, en soi, je vois pas toujours du plagiat. Surtout dans notre vie contemporaine, dans notre monde contemporain, on est exposé à l'intelligence artificielle. Je m'excuse, quelqu'un qui utilise l'intelligence artificielle aujourd'hui à mauvais escient, on va dire. Euh, bon, ben, écoutez, on se dit, ben, il n'y a pas que lui, quoi. Si on devait condamner tout le monde, on s'en sortirait plus aujourd'hui dans notre monde virtuel. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, c'est Euh, pas Tout faux. à fait. Ouais, alors que, tout à fait. Juste, je voudrais Alors, ajouter une chose il y a par Nathalie rapport à ce que tu dis, d'abord. Il y a Corinne. Nathalie d'abord qui a Ah, levé Nathalie, la vas-y, main. vas-y, Donc, vas-y. Non, mais c'est sûr, la seule chose, c'est que rendons à César ce qui lui revient. oui, C'est-à-dire qu'en début d'un livre ou de n'importe quelle œuvre, quelle qu'elle soit, ou de n'importe quelle production, si on me dit, voilà, c'est mon idée de départ, c'est que j'ai été baignée dans tel ou tel truc et que je trouve extraordinaire et que du coup j'ai eu envie moi aussi ouais, d'apporter ma pierre en ouais. partant de cette idée-là, ça me va. Mm. On rend à l'œuvre originale, à la création originale, on lui rend toutes ses lettres de noblesse en disant, mais non, je ne suis pas en train de vous dire que Guerre et paix, c'est moi qui l'ai écrit. Non, je suis en train de vous dire que Guerre et paix, ça m'a nourri pour telle ou telle œuvre que je suis en Mm. train de créer. Mm. Mm. Et là, pas de souci. Là où il y a plagiat, c'est quand on va dire, mais vous permettez, je suis un génie de la littérature, c'est moi qui ai inventé le truc. Alors que c'est fait en plus aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec l'accès à la connaissance, le fait qu'on peut aller fouiller dans n'importe quelle bibliothèque du monde via Internet, on peut trouver les œuvres des uns et des autres et de se dire, mais attends, dis-le que tu as lu tel bouquin et que ça t'a donné l'idée d'explorer telle piste où c'est pas des choix. C'est comme quelqu'un qui va utiliser l'intelligence artificielle pour créer une photo ou un texte, mais il peut très bien dire, je l'ai fait à l'aide de tel ou tel logiciel qui m'a permis de ça. Et où est le problème? Ce que je lisais, je crois que c'est dans un des articles que tu avais donné, Théophile, c'est-à-dire que le menuisier qui va créer un meuble, il va bien le créer avec des outils, c'est pas lui qui a inventé les outils. Et pourtant, avec ces outils-là, il va en faire quelque chose ou d'utile ou d'extraordinaire. Et c'est là où on verra le génie de la main, le génie de l'esprit, le génie de comment je me suis servi de tel truc. Et c'est là où c'est intéressant. Après, si on tape trois mots sur un logiciel et qui va vous pondre une photo tout comme ci, tout comme ça, et puis après on va la vendre, là, ça va pas. Là, ça va pas. Moi, je trouve que c'est là où on se fiche de la tête du client, de l'acheteur. Tout à fait, merci. Belle intervention, Nathalie. Micha?
Donc, en fait, oui, alors, il y a une question d'époque et de statut de l'écrivain. Parce il me semble hein, que dans l'Antiquité ou pendant très longtemps, l'imitation était plutôt valorisée et le plagiat était même assez courant. Hein. Dans l'Antiquité, il y a beaucoup d'œuvres plagiées, voilà, tout simplement. Et ça posait pas de problème parce que personne n'avait la prétention d'inventer une histoire. Parce que généralement, l'écriture antique, c'est la transcription d'une même trame narrative qu'on va re-raconter à nouveau. Donc, typiquement, le Chevalier au Lion, hein, c'est l'histoire de Thésée et du Minotaure. Non. Et simplement, c'est raconté autrement. Donc, ce qui change, c'est le décor, le costume, mais c'est la même histoire. Et personne n'avait plus de prétention que ça parce qu'on était encore dans une culture de l'oralité où on se raconte des histoires, des chants, et finalement, bah, il y a une part d'improvisation, un peu comme le jazz, etc. Donc, à ce titre-là, il fallait vraiment attendre de sortir de l'artisanat qui consistait à raconter des histoires pour poser un statut d'auteur où là, le plagiat devient une chose très importante. On plagie, on me prend de l'argent, finalement, j'ai un préjudice, et puis il y a une question d'honneur derrière tout ça. Alors, c'était une première réflexion. Moi, j'aurais bien aimé savoir, est-ce qu'on peut dater, s'il y a des experts, si quelqu'un le sait, est-ce qu'on peut dater le moment où l'auteur, l'écrivain, se pose comme tel, et à partir de là, le plagiat prend une nouvelle tournure. Et puis, par ailleurs, j'ai une petite réflexion qui n'a rien à voir, mais sur l'intelligence artificielle. Et j'ai écouté une vidéo très intéressante d'un chroniqueur suisse, là, récemment, et il propose d'appeler l'intelligence artificielle euh, logiciel de plagiat. Non, mais ce sont des logiciels de plagiat, tout simplement. Autant appeler la chose par son nom. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'ai trouvé ça pas mal. Intéressant. Merci beaucoup pour cet avis. J'aime beaucoup ce côté historique et c'est vrai qu'on est dans une tradition orale qui n'était pas aussi importante qu'aujourd'hui en termes de plagiat. Alors, est-ce que quelqu'un veut intervenir aux réflexions de Micha? Marc, Justement, juste pour ce que disait Micha, à quel moment on a eu ce statut d'artiste? Alors, c'est plus compliqué, mais moi, j'ai juste une petite indication, même si je pense que ça faudra la réétudier avec un historien. Mais ce qu'on voit à la Renaissance, en tout cas pour la peinture, à Florence, le moment où on dit que l'artisan devient artiste, bon, c'est pour la peinture, tu me diras, vous me direz, c'est au moment de Lippi. Lippi, il y a toute une histoire, il va finalement réussir il va passer très près de la mort, il va réussir à avoir un atelier de peinture grâce au Médicis, et il va peindre par rapport comme les autres artistes, sauf que, peut-être artisans à l'époque, et sauf qu'il va même pas mettre les mêmes prix que les autres artisans, pour diverses raisons, et on a une espèce de scandale d'une personne qui va se plaindre au Médicis en disant mais il est fou, il fait des prix incroyables. Et Lippi dit, mais attendez, moi, avant, on comptait quoi? On comptait le coût, la peinture, le temps, tout le matériel. Ça, c'est une question d'artisan. Moi, je ne suis pas un artisan, je suis un artiste. Parce que moi, j'utilise toutes ces choses-là, mais je donne un sens. Et quelque part, c'est intéressant parce que on voit que, ben oui, bon, on a cette question du plagiat, mais quelque part, si tu donnes un sens profond, différent, peut-être que c'est autre chose. Et juste, je voudrais rajouter juste un mot que je voulais dire tout à l'heure. Il faut faire attention aussi avec les droits d'auteur. On voit les droits d'auteur, mais il y a aussi les droits de propriété. On en parlait, Corinne nous disait aussi dans d'autres domaines, dans la science, il y a des droits et tu ne peux plus créer des choses parce qu'il y a des droits, il faut payer. Et on a une Ouais. histoire qui est très vraie, une personne qui a déposé la lettre A. Donc, tout ce que tu fais, il faut payer quelque chose parce qu'il a déposé la lettre A. Alors, ça a été annulé, mais voilà, on sait comment les Américains contrôlent un peu la connaissance par le contrôle, justement, de ces droits de création. Donc, il faut faire attention aussi, parce que si on va commencer à écrire un roman, on dit, attends, mais il faut que je regarde tous les romans qui ont existé sur le sujet pour ne pas être accusé de plagiat, on n'écrirait plus rien. Soyez libre, donnez un sens aux choses. Et après, bon, évidemment, ce qui est extrême, que toi, tu écris un bouquin et après, dans l'éditeur, il envoie à quelqu'un d'autre et te le réécrit entièrement. Là, évidemment, il y a un problème. Mais je veux dire, globalement, je serais plutôt contre de mettre des barrières de tout, d'interdire, créer, apporter un sens. Et c'est plus grave de voir tous ces bouquins qui sortent de prétendus auteurs ou de prétendus philosophes. Je ne parle pas de Bernard-Henri
Lévy, mais de tous ces gens qui apportent rien, en fait, et dont on fait, et dont on fait un peu la Pas grand-chose. mousse. C'est peut-être plus grave encore. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ouais, je suis bien d'accord. Moi, je suis un peu contre cette idée d'intelligence artificielle de plagier parce que tout le monde va passer tous les livres dessus et ça risque de poser problème. Là où je pense que c'est nécessaire, c'est dans tout ce qui est ouvrage historique. Notamment, je suis désolé, je vous donne la parole. J'avais juste envie d'aborder. Il y a eu une affaire il y a l'année dernière, l'affaire Turco. Si non, j'ai bien son nom, ouais, Turco, professeur à l'université des Trois-Rivières, dont je parlais précédemment, qui avait fait un livre sur l'histoire des sports et qui a apparemment qui a été accusé de plagiat et il y avait beaucoup de passages qui étaient très très similaires et ça pose problème je trouve quand on parle d'ouvrages historiques parce que ce sont des faits qui nécessitent l'étude de travaux de précédents historiens. Donc c'est extrêmement difficile de ne pas prendre Mm, des passages, même de l'arranger mm, à sa sauce. Et le problème majeur qu'il y avait dans cette affaire, notamment, c'était le manque de référence. On autorise la possibilité d'envisager de prendre certains passages, de décrire les mêmes phénomènes d'une manière similaire. Le problème, c'est qu'il faut référencer. Et c'est là où cette question de plagiat, elle devient grave en termes légal. Voilà, donc je voulais juste intervenir un petit peu. J'ai vu que Nathalie voulait prendre la parole. Oui, tu parlais tout à l'heure effectivement de la notion d'artisan et d'artiste. C'est effectivement très important parce que ça suffit pas de dire j'ai passé tant de temps, donc le tarif horaire c'est tant de bon, je rentre dedans les coûts de production, etc. Oui, mais il n'y a pas que ça. Et moi je le vois parce que j'ai créé mon entreprise d'écrivain public, donc j'aide les autres à écrire parce que bah, quelquefois ils sont un petit peu compliqués pour eux. Et le tarif que l'on doit faire, c'est pas le tarif temps passé égale telle facture. Parce que en fait, c'est pas parce que j'ai mis. Je sais plus qui a donné cette citation. Alors là, je reprends à ma sauce quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre, hein, très honnêtement. Mais je ne saurais plus dire qui c'était. C'est oui, j'ai écrit ce texte en 5 minutes, seulement j'ai mis 30 ans à apprendre à le faire en 5 minutes. Et, euh, et c'est là où ben, il y a la notion d'artiste. Parce que être un simple exécutant, ben, c'est qu'on est un ouvrier. Mais la différence entre l'ouvrier et l'artiste, c'est que l'artiste, il va y mettre une patte, il va en faire quelque chose de plus qu'un simple produit reproduit qu'une machine pourrait faire. Alors bien sûr, maintenant, on a des machines qui peuvent tout faire. On le voit bien maintenant avec même les imprimantes 3D et toutes ces bêtises-là. Bien sûr, on a des machines qui savent tout faire. Mais moi, j'aime quand il y a un petit peu d'imperfection. Quand il y a ce petit truc qui va faire que on sent il y a un humain derrière. Il y a une vraie main, qu'il y a un vrai génie et les tripes du gars, quoi. Parce que ça compte aussi. Et on n'écrit pas, et un article qui sera écrit par une intelligence artificielle, mais ça manque de chair. Et alors, bien sûr, de oui. moins en moins, parce que maintenant, on a fait des trucs qui sont tellement poussés que c'est formidable. Mm, Mais quand on demande après à un auteur de parler de son livre, si c'est pas lui qui l'a écrit, mais il va être nul. Il va être nul. Donc, mm. c'est là où on se dit, mais on a besoin de sentir dans le texte qu'il y a les tripes de l'auteur sur la table. Et surtout quand c'est une œuvre de fiction, évidemment.